La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, Web2Pack, l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de Paquitou. Chez Paquitou, nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Paquitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain pour vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à tous, dans ce deuxième épisode des Packy Talks, je reçois Julien Bockney, le CEO et fondateur de Cockly. Salut Julien. Bonjour Thomas, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci, c'est moi qui suis ravi Julien de te recevoir dans ce deuxième épisode. Je pense que nombre de nos auditeurs seront ravis de t'écouter aujourd'hui. Alors Julien, Cockly fait le buzz actuellement, les reportages s'enchaînent. Tu as fait une première levée de fonds l'an dernier pour permettre à Cockly d'aller encore plus vite, encore plus loin. On va en parler. Cockly, c'est la start-up du packaging en France en ce moment. Alors ce qui me marque quand je pense à toi, c'est ta vision, votre vitesse d'exécution, qui est d'ailleurs souvent une des clés de la réussite des startups, et votre capacité à rendre des choses compliquées très simples pour vos clients en ligne. Alors, on va parler de tout ça, bien sûr, dans ce podcast, mais pour commencer, comme d'habitude, peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît? Volontiers, je suis Julien Bockney, j'ai 41 ans et ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'évolue dans le monde du packaging et de l'impression. Et donc après un petit parcours dans un grand groupe et une longue période de freelancing, j'ai monté Cockly pour essayer de combler ce qui me semblait être un vide sur le marché encore. Donc, Ok, et justement, dans cette expérience grand groupe freelance, c'était quoi plutôt ton expertise? j'ai débuté en tant que concepteur designer packaging et PLV D'accord. au sein du groupe Smurfit Kappa. Mhm. Donc ça, c'était dans le Grand Est, en Lorraine, parce qu'à l'époque, c'était pas encore les grandes régions. Et à la suite de quelques années en tant que concepteur, en fait, on m'a proposé d'occuper un poste de technico-commercial sur l'Alsace. Donc là où je faisais le tour des industriels et des commerçants alsaciens pour leur proposer des solutions d'emballage, de conditionnement ou d'expédition. Alors, sans gâcher la suite, mais parce qu'on en avait parlé en préparant un peu le podcast tous les deux, c'est peut-être aussi cette approche terrain au contact des clients où tu as décelé peut-être un manque, peut-être de ce que pouvaient proposer les cartonnages en lien avec... C'est clairement ça, en fait, ouais, c'est clairement la confrontation au terrain, aux demandes particulières. L'Alsace, c'est un territoire assez particulier, où il y a énormément de manufactures artisanales, que ce soit dans l'agroalimentaire, la décoration, la maroquinerie, tous des travaux, manuels et artisanaux et donc qui vivent beaucoup du tourisme et donc il y a beaucoup de petits producteurs qui cherchent à conditionner en petite quantité leur production et donc régulièrement, j'avais des demandes sur des typologies de quantités que l'industrie, a fortiori les grands groupes, industriels, n'étaient pas du tout calibrés, pour y répondre correctement. Donc On parle de quoi c'était, comme typologie de produit, typologie de série de production? c'est, typiquement un bouilleur de cru, ou un fabricant de bretzel, ou des choses comme ça. Qui pour sa saison, qui dure 2 3 mois en été et peut-être 2 mois sur la période de Noël, a besoin 2 fois dans l'année de 500 boîtes, entre 200 et 500 boîtes. Il voudrait son logo, il voudrait que la boîte soit jolie puisque ça va être vendu sur le marché de Noël à Strasbourg ou donc c'est toutes des demandes un peu comme ça particulières où ils avaient déjà perçu l'intérêt d'un packaging brandé, à leur nom. Parce qu'on peut être artisan et très bon en marketing, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Et donc, c'était des demandes comme ça, en fait, et vu, comme il y avait une multiplicité d'entreprises qui avaient ce profil-là, les demandes sur 2 périodes, je dirais de mai à juin et de septembre à octobre, en fait, on avait énormément de demandes comme ça qu'on pouvait pas satisfaire. Et donc, nos clients bricolaient, en fait, hein, allaient acheter des emballages standards chez un distributeur type Raja, se faisaient faire des étiquettes par l'imprimeur numérique du coin, et puis ils se composaient leur emballage comme ça, aussi de façon artisanale. Et donc je me suis dit là, ça a commencé à germer l'idée, à me dire: «Mais il y a peut-être un marché»
et avec, la mode de l'entrepreneuriat, c'était pas encore la folie de la startup nation à l'époque, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui essayaient de se lancer en parallèle de leur travail, qui essayaient de monter un petit business, un petit e-commerce. Donc je me suis dit: «Bah, tiens, les 2 indicateurs-là, la demande déjà existante et la potentielle, croissance de cette demande, il y a peut-être quelque chose à faire», et c'est là que l'idée a commencé tout doucement à germer dans mon Donc esprit. ça, c'était c'est l'idée, elle germe, on est en quoi? Entre 2000 et 2010? C'est ça, ouais, le moment où j'ai décidé, d'essayer la première fois de toucher aux machines numériques pour pouvoir produire des objets en carton ondulé, c'était 2007, début 2008. D'accord, et du coup, donc Coquely, on comprend là les origines. Heu, petit aparté, le nom de Coquely, pourquoi ce nom? Bah, en fait, je vais peut-être te décevoir et les auditeurs aussi, mais en fait, sans aucune raison valable. En fait, Je trouvais ça joli. je veux pas du tout te vexer, parce que je sais que Paquitou est un nom très, très beau et auquel tu dois tenir beaucoup. Mais en fait, je voulais surtout pas qu'il y ait le mot Pâques dans le nom OK. parce que, tout le monde, toute la concurrence, interplanétaire a le mot Pâques dans son nom et je me suis dit: «Bah, vu qu'on veut changer le marché et qu'on veut changer les habitudes, il faut déjà commencer par changer, et comment dire? Créer une sorte de petit choc mental, dans la tête des gens». Donc Pax était exclu, Box était exclu parce qu'avec Livebox, Freebox et tout ça, on voulait pas passer pour un opérateur téléphonique et donc en jouant avec des lettres, en les assemblant un peu par désespoir, en fin de journée, je suis tombé sur quelque chose qui était plus proche de mon nom que de Coquely, c'était Bocly et quand, j'ai eu ça sous les yeux, je me suis dit: «Bah, si le B ça devient un C» et puis avec l'extension à la mode chez les startups de .co, ça fait Coquelicot. Magnifique. Et donc, je sais pas si c'est de l'inspiration ou si c'est uniquement la fatigue, mais je me suis dit: «Bah, tiens, coquelicot, ce sera facile à retenir». J'ai été voir sur, OVH si les noms étaient disponibles. Ils étaient disponibles en France, dans tous les pays européens, le .com, le .co, tout était disponible. Donc un nom, de domaine en 5 lettres disponible encore en 2020, Mmh. c'est assez extraordinaire. Donc j'ai tout réservé et le nom était figé. Il a à peine évolué, on a fait sauter le .co, Ouais, finalement, c'est on est coquely.fr. devenu .fr. Ouais, exactement, Parce que, bah, ça, c'était pour plus des raisons techniques, de référencement, bien sûr. parce qu'il vaut mieux quand même un .fr pour, être bien vu par Google, sur notre territoire. Et puis un autre, c'était aussi pour, la compréhension à l'oral, vu que nous, on est des pure players web. On a beaucoup de contacts téléphoniques avec nos clients. On a aussi quelques interviews et quand on disait coquelicot, les gens finalement ne savaient pas trop comment l'écrire. Ouais. Faisaient un mix entre l'orthographe traditionnelle et puis ce qu'ils imaginaient ce que c'était. Donc on avait des coquelicots.com, Ouais. et en fait, les gens avaient du mal à nous trouver. Donc on a dit: «On va couper court, 5 lettres, .fr» et C'est bien puis ça. c'est comme ça, en fait. Mmh. Bon, Coquely, c'est né il y a combien de temps à peu près? Du coup, en fait, entre l'idée, le 1er test marché, enfin, vraiment la première version, et puis aujourd'hui, c'est quoi le parcours? Ça remonte à quand? En fait, le tout début de, l'aventure Coquely, c'est, janvier 2019, plutôt décembre 2018, où je décide de quitter, mon emploi salarié parce que j'avais l'impression de tourner un peu en rond. Et ça faisait, bah, comme je disais, pas loin de 10 ans que l'idée, mûrissait en moi de trouver une solution pour, produire des emballages avec des outils numériques. Et quand j'ai dit: «Bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je recherche un travail? Est-ce que je tente l'aventure?» J'ai refait un petit tour de veille, sur le marché des solutions existantes et je me suis aperçu qu'il y avait pas de solution, ou tout du moins pas qui ressemblait vraiment à ce que j'avais imaginé. Et donc je me suis dit: «Bon, bah, on va se lancer, on ça coûte rien d'essayer». Et donc je me suis mis à développer un petit site, dans mon coin, sans compétences, informatiques, donc j'ai bricolé une petite plateforme qui, elle, faisait le pont entre quelques fabricants vosgiens et les internets pour commencer à vendre de l'emballage sur mesure. Il y avait pas de personnalisation, il y avait pas tout ça. Je voulais juste tester le canal, web pour voir si, les clients, standards, dans la cible que je commençais à viser, étaient prêts à passer des commandes sur un site, à l'époque totalement inconnu, via une interface où ils avaient des contacts,
minimum, au pire un appel téléphonique avec, un conseiller client. Bon, à l'époque, c'était moi. Et en fait, j'ai vu que ça prenait, que certaines personnes me disaient: «Ah, c'est super, on trouvait pas, ça faisait longtemps que je cherchais 200 boîtes pour mes produits, je les trouvais pas». Puis ça m'a permis de voir aussi un autre truc, bah, j'en étais un peu convaincu, mais là, ça l'a bien confirmé. C'est que tout le monde me disait: «Mais est-ce que vous pouvez imprimer mon logo sur la boîte?» Et à l'époque, bah, il y avait pas de j'avais pas de solution, tout du moins, j'en avais pas encore trouvé. Donc je disais: «Bah, malheureusement non», et puis je les conseillais, bah, d'aller acheter des étiquettes, de faire exactement ce que je disais tout à l'heure, de continuer à bricoler un petit peu. Ouais. Et donc les demandes venant, je toujours, pareil, hein, la frustration de rater des commandes. En fait, j'ai des gens qui disaient: «Bah, c'est super, la boîte, elle a la dimension, mais si j'ai pas mon logo dessus, ça vaut pas vraiment le coup, ça change pas grand-chose d'une boîte standard». Et donc là, frustration, de nouveau, et je me suis dit: «Bon, bah, je vais pas pouvoir rester, tout seul dans mon sous-sol, à faire juste une interface commerciale. Il faut que je trouve une solution pour imprimer les boîtes, que je commercialise». Et j'ai pas trouvé de solution, tout du moins, il y en a qui existaient, mais à des coûts raisonnables pour pas faire exploser le prix unitaire des emballages, j'avais pas trouvé. Donc j'ai monté un petit dossier, puis j'ai commencé, parce que là, du coup, on était vraiment à la mode, peut-être au climax de la startup nation. Ouais. Donc je me suis dit: «Je vais me déguiser en start-upper et je vais aller voir si mon idée, elle peut plaire». Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré, à l'incubateur, French Tech de Nancy, Stéphane Thioli, qui a été le 1er à vraiment croire au projet, qui lui est un investisseur, un VC, qui a dit: «Bon, ben, je veux bien t'accompagner, ton idée, tu as l'air passionné, on sent que tu as trouvé quelque chose sur le marché, qui pourrait percer, donc on va avancer ensemble, on va essayer de monter le dossier». Et bim, 2 semaines après, le covid, le pays fermé, l'Europe à l'arrêt, le monde entier en veille. Ça justement, alors on peut se dire, heureusement que tu as eu ces échanges et ces engagements 2 semaines avant. Peut-être que ça aurait été différent, 2 semaines plus tard. Mais, ce Covid, du coup, comment tu le vis, à ce moment-là? Tu te dis, «Mince, le projet a pas démarré, ou pas vraiment démarré et il démarrera pas», ou au contraire tu te dis: «C'est une opportunité pour moi»? Bah, je pense un peu comme tout le monde, totalement terrassé, Ouais. pendant, 2 heures à 2 jours suivant le tempérament des gens, où je me suis dit: «Waouh», là je voyais qu'un début, d'étincelle qui commençait à se créer et tout s'arrête. Et puis au final, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, de toute manière, on est tous remis à la même ligne de départ, donc dans tous les cas, tant qu'il y a pas le feu vert pour repartir, que ce soit moi ou les autres, ça change rien». Donc je dis: «Bah, on va profiter de ce moment, d'arrêt», parce qu'en plus, bah, faut revenir, à l'époque où on savait pas du tout si ça allait durer 2 semaines ou 6 mois. On n'imaginait absolument pas que ça allait durer 6 mois. Et donc je me suis remis, je me suis dit: «Bah, tiens, là, ça vaut le coup, ça me laisse du temps à peaufiner le business plan, on va préparer les dossiers de financement, on va préparer des dossiers pour les banques, pour, essayer d'obtenir des financements pour l'atelier de production. On va commencer à faire un cahier des charges pour la plateforme web». Donc en fait, ça a été, peut-être, un temps bonus Mmh. que certains n'ont pas eu le luxe d'avoir, puisqu'ils se sont lancés soit bien avant, soit bien après, Il y avait une plateforme bah, en la ligne à ce la trêve moment-là? du covid. Pendant le Covid, tu avais toujours ta première plateforme qui tournait? Non, je l'avais mis en veille parce D'accord. que, pareil, souci d'approvisionnement de matière chez les fabricants avec qui je travaillais, les chômages partiels, non, tout était vraiment, tout au début à l'arrêt, et je me suis dit: «Bon, ça sert à rien de faire venir des gens, de créer une frustration chez les gens», donc j'avais mis le site en maintenance et j'avais fait profil bas puisque j'étais déjà, mentalement dans l'étape d'après, Mmh. sur le projet plus ambitieux, la nouvelle plateforme, la personnalisation et tout ça. Donc quand est-ce que tu lances, la plateforme avec le design en ligne, justement pour gérer et capter ces commandes, que tu pouvais pas prendre, sur la première itération? Et quand est-ce que tu rentres les machines numériques justement? Bah, officiellement, Coquely démarre en janvier 2021, OK. et ça, pour pouvoir justement, l'immatriculation était nécessaire pour pouvoir commander, obtenir les financements des machines, qui elles sont arrivées, courant de l'été 2021, donc une en juin et l'autre fin août, donc impression et découpe.
Et en parallèle, il y avait le développement de la plateforme qui avait débuté pareil en février 2021. Donc tout était prêt à être, mis en production en ligne, en septembre 2021. Donc là, on a fait le lancement, officieux. En fait, on a assez peu communiqué, on a testé, on a rodé les machines, débuggé la plateforme, beaucoup interrogé les premiers utilisateurs de la plateforme, puisqu'on savait bien qu'on était loin, loin d'être parfait. Mmh. Et donc là, ça a été 3 mois, d'échanges, avec, les prospects, des clients aussi, parce que les premiers clients sont arrivés d'eux-mêmes, même sans promotion, des gens qui cherchaient depuis un moment une solution de sur-mesure en petite quantité. Et donc là, pendant 3 mois, on a amélioré la plateforme et on a fait un lancement officiel où on a commencé à communiquer dessus en janvier 2022. OK. Avant de parler, peut-être de ce qu'est Cochlear aujourd'hui en termes de visitorat et cetera, j'aurais voulu, redire Cochlear, la promesse, c'est un client se connecte sur le site, il configure son emballage, il le personnalise en ligne et les éléments de production sont directement envoyés aux machines. Potentiellement, il y a 0 intervention humaine. La première intervention, ça va être de charger les plaques, à la machine. C'est ça? C'est ça dans le grand schéma, mais il y a quand même un contrôle humain des fichiers. Des fichiers fournis, par le client Et pour quelle pour une raison? question de Parce que la qualité. plateforme, peut avoir des bugs, des approximations ou est-ce que c'est plutôt pour, amener une vérification, une certitude? Parce qu'un client qui design en ligne, on peut l'imaginer, il met un logo, c'est, pixelisé, c'est pas d'assez bonne résolution ou les éléments sont C'est pas ça. centrés. Pour quelle raison, en fait, tu imposes ce contrôle fichier? C'est parce que je sais plus qui disait ça, dans la Silicon Valley, mais après souvent la génération du bug, elle vient de entre l'ordinateur et la chaise de bureau. Ouais. Et donc, nos clients non plus sont très gentils, on les remercie, mais ils sont loin d'être parfaits et surtout ils sont pas graphistes ou pas designers graphiques en tout cas. Et donc des fois, ils nous glissent des fichiers de très basse résolution où ils font une mauvaise manip et le logo se retrouve en dehors de la boîte, juste avant de valider leur panier. Donc en fait, il y a toujours un risque, ou d'avoir un pictogramme qu'ils ont ajouté et qu'ils ont oublié d'effacer, en plein milieu de la face ou en superposition de leur logo. Il y a toujours des petits aléas comme ça. OK. Et donc, et vu qu'on a quand même, encore plus il y a 1 an, mais encore maintenant, on est une marque jeune et qui se fait sa réputation, même si on pourrait se dire: «Bah, c'est de la faute du client, il avait qu'à être attentif». On veille à ce que la qualité qui sorte de notre atelier soit, maximale. Et donc on préfère, investir un peu de temps en interne pour contrôler, prévenir le client, lui redemander un fichier de meilleure qualité, plutôt que d'envoyer en production une boîte dont il sera peut-être pas satisfait, même si, l'erreur vient de son côté. Mais donc si en tout cas, supposons dans le monde idéal où on dit dans le web, dans le happy flow, que le client il fait un design, parfait. Effectivement, vous, la commande, va se déverser avec, les informations pour l'impression numérique et la découpe numérique. Il n'y aura pas enfin, il n'y a pas de reprise, il y a cette étape de contrôle, mais là, dans ce happy flow, le fichier est parfait, prêt à imprimer. Donc pour vous, ça peut dérouler en production immédiatement? C'est ça, ouais. Mais ça arrive, hein, il y a des clients qui nous fournissent des fichiers nickel, Bien sûr. où le contrôle, est juste, prend 3 secondes et il y a juste à appuyer sur le bouton valider et la suite du process, Se lance. s'enchaîne, automatiquement, hein. Et donc une particularité ou un choix ou en tout cas, ça a été de dire: non seulement on a un site web, un front client que tout le monde connaît et tout le monde peut aller voir, hein, cochlear.fr, mais il y a également tout un système de gestion que Oui, vous avez créé. oui, là où, bah, en fait, tous les modèles qu'on propose, quoi, tous les modèles, les quelques modèles qu'on propose encore pour le moment sont totalement paramétrés, et intégrés, dans le front. Et ça sert de base, bah, d'appui pour, dans le back pardon. Ça sert d'appui pour le front, pour tout ce qui est prévisualisation, modélisation 3D, contrôle des fichiers, tout ça. Mais c'est aussi essentiel pour la génération derrière nous des impositions. On a un algorithme qui vient tester la meilleure imposition sur, nos plaques, format de stock
pour, limiter les chutes Mmh. et bah, ça permet d'obtenir un tarif en direct et instantané quand le client, modélise son emballage. Mais ça sert aussi derrière à déterminer, où est-ce que le fichier DXF va être posé sur la plaque, l'orientation de chaque pose, le nombre de répétitions et la même chose, côté PDF pour les fichiers d'impression. Très clair. Tu as parlé des quelques modèles, et j'ai des questions là-dessus. Mais, du coup, maintenant, en termes de trafic, aujourd'hui, là, on est en avril, fin avril, le podcast va être diffusé dans quelques semaines. Cochlear, c'est quoi comme trafic en termes de volumétrie, de visiteurs? Qu'est-ce que tu peux nous partager comme information à ce sujet? Bah, en fait, le trafic, je peux en parler sans problème. On a à peu près, 8 000 connexions sur notre site par mois, Mmh. ce qui correspond à entre 6 500, aux alentours de 6 500 connexions uniques. D'accord. Donc un visiteur unique, c'est une personne quand une personne vient 2 fois dans le mois ou 3 fois dans le même mois pour voir quelque chose sur l'outil, il est compté qu'une seule fois, en Mmh. fait. Donc on a à peu près, 6 500, visiteurs uniques, mensuels. Ce qui n'est pas tous dans notre cible, parce que malheureusement, on n'a pas un ciblage parfait dans nos publicités ou notre SEO. On a à peu près 50 de taux de rebond. Donc le taux de rebond, c'est les gens qu'on perd en dessous d'une seconde et demie, 2 secondes. Quelqu'un qui atterrit sur le site coquely.fr et qui s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il cherche, parce qu'il cherche un emballage en aluminium, il cherche un sachet plastique, il cherche un tube en carton, je ne sais pas quoi, mais un autre produit que celui qu'on propose Mmh. et donc il s'en va. Donc ça nous fait, aux alentours de plus de 3 000 visiteurs uniques, qui visitent le site, qui passent, en moyenne, 4 à 5 minutes sur le site. Donc ça peut sembler long pour les gens du e-commerce et du web, un temps de session de 5 minutes. C'est un très bon temps de session, ouais. C'est un très beau taux de cession, en sachant que c'est une moyenne et que quand, un client configure un emballage complètement, fait 2 versions de son emballage, ou 3 versions pour tester, ce que ça donne, il peut passer d'une demi heure, 3/4 d'heure, donc c'est aussi à pondérer entre ceux qui vont peut-être passer entre une demi heure et 1 heure sur le site Mmh. et celui qui va rester, 2 minutes, juste le temps de voir, ce qu'on fait, prendre deux trois infos et repartir. Donc c'est des fois trompeur de parler de moyenne, Et le trafic, tu as donné quelques pistes, hein, mais ce trafic, il vient d'où principalement? Il vient de plutôt de l'achat de mots-clés? Est-ce qu'il vient plutôt d'un référencement naturel? Est-ce qu'il vient d'un bouche à oreille? Est-ce qu'il vient des reportages? Je crois qu'à Noël, vous avez eu un reportage sur TF1. Là, récemment, tu faisais, une émission sur Europe 1. C'est quoi l'origine du trafic? À l'origine du trafic, j'ai tendance à dire malheureusement encore, elle est encore principalement dopée par la pub. Ouais. Il y a pas de secret, Google est ton ami, hein. Quand tu veux faire venir quelqu'un, sur ton site, c'est quand même, notre meilleur allié et à la fois notre meilleur ennemi. Ouais, et Parce que si tu payes pas, bah, il envoie personne sur ton site. tout à fait, mais donc Google, donc ça va être là du SIA, donc Google, AdWords, j'imagine, qui va C'est ça, être ouais. une bonne part de vos dépenses. Facebook, alors personnellement, je vois beaucoup, forcément, Mmh. vu les centres d'intérêt, donc j'ai souvent des publicités Cochlear. J'imagine que c'est la même régie, enfin, je sais que c'est la même régie qu'Instagram, donc va y avoir C'est aussi ça, une ouais. réplication là-dessus. Là aussi important le trafic, Facebook, Insta? Moins que Google, mais ça reste une part, assez importante, Vous faites quand des même, chez nous, surtout Insta, Ouais. parce que, bah, une belle boîte bien mise en avant et tout ça, ça reste un Ah, vous un avez des produit super assez formats, hein. agrammable. Vous avez des super formats de pub. Il y a souvent, c'est des petites vidéos, enfin c'est ce sont des formats de publicité qui sont parfaitement travaillés pour ces réseaux sociaux. Bah, ça, c'est, l'expertise de Stéphanie et Manon qui sont les communicantes et les créatrices de contenu Mmh mh. et on est aussi accompagnés par une agence qui, là, plus pour des raisons techniques, parce que c'est quand même des belles usines à gaz, les outils de Meta ou de Google pour, avoir un paramétrage fin, pouvoir mesurer, assez finement les statistiques et les retours sur investissement. Donc mais pour la partie créa, ouais, ça c'est Manon et Stéphanie, Alors qui sont aussi, sur le design du site, l'identité de marque et mmh mh. je pense que ça joue aussi beaucoup, dans le début de succès qu'on peut rencontrer.
Ouais, C'est qu'on un a réussi à marketing créer bien une léché. identité de marque, Ouais, ouais. Bah, plus que du marketing, là, c'est plus du branding, quoi. ouais C'est plus, des gens qui sont déjà un peu attachés à la marque, des clients qui nous félicitent, et qui de se dire: «Ah bah, s'assimilent. on sent qu'il y a des êtres humains derrière», Mmh. c'est juste du ressenti, en fait, c'est de la perception, Tout à fait. donc ouais, là, les filles ont réussi à créer un truc, un peu magique, hein, de mon point de vue plus technicien, ou qui avait bricolé justement la première identité de marque, de Coquely, où on n'avait jamais des gentils compliments comme ça dessus. Mais c'est vrai que depuis que l'arrivée de Stéphanie, dans l'équipe, elle a réussi à donner une âme, à la marque. Alors, question sur le profil du visiteur. Parce que tout à l'heure, tu as dit, on n'atteint pas toujours les bonnes cibles, soit parce qu'ils ne cherchent pas le bon produit ou il y a peut-être aussi un profil, type. C'est quoi le profil de votre visiteur en ligne? Ben, déjà la 1re caractéristique de nos visiteurs en ligne, c'est des créateurs, soit d'entreprises, soit de produits, soit au sein de services, de PME, TPE, Mmh. qui sont en train de lancer soit une nouvelle gamme de produits, soit une nouvelle activité. Et on pourrait les diviser très, très grossièrement en 2 catégories, sociologiques. Je sais pas si c'est le bon terme, mais, c'est celui que je vais employer en tout cas. Il y a tous ceux qui sont, en dessous de 40-45 ans, des digital natives, comme on dit, Mmh. qui eux, viennent sur la plateforme, font leur simulation, au pire posent une question sur le chat, un petit point de précision, mais vont sans souci et sans appréhension, jusqu'au bout du process, valider leur commande et aller mettre un avis une fois qu'ils ont reçu leur commande et tout ça, quoi, qui sont vraiment dans le digital. Et de l'autre côté, on a un profil, bah, là, c'est la loi de l'âge et puis de génération, qui eux ont plus besoin d'être rassurés, qui appellent pour avoir des informations supplémentaires sur l'entreprise, pour savoir si, le service client est basé en France, si, notre atelier est bien dans les Vosges comme on le prétend. Donc des gens qui ont besoin vraiment d'être rassurés et qui pour eux, internet peut être un peu piégeux, si on est trop crédule. Mais une fois que, Yanis, notre chargé de relations clients, qui lui aussi est presque autant apprécié que notre image de marque auprès de nos clients dans les enquêtes satisfaction, a guidé, a rassuré, a fait des démos de la plateforme, a donné toutes les infos, que les clients venaient chercher, en fait, poursuivent aussi leur parcours d'achat, des gens réticents qui au début appelaient: «Ah, je préfère passer par un devis, je préfère fonctionner à l'ancienne et tout», et au final, une fois qu'ils sont rassurés, passent le cap, peut-être pas la première commande, mais dès leur deuxième commande, passent le cap, de l'autonomie totale, donc on a une partie, entre guillemets, même si le mot est pas très heureux, à éduquer sur les outils numériques, et puis, bah, l'autre partie qui elle, Ouais. est née avec et trouve ça tout à fait naturel, de commander directement en ligne. Et tu disais tout à l'heure, donc un profil plus jeune, qui va se servir tout seul de la plateforme et s'il a des questions, Mmh, se sert du chat. Un profil un peu moins jeune, on va dire plus expérimenté, ou moins rompu, à l'usage d'un site internet peut-être, en tout cas qui eux vont vous appeler. oui, Donc vraiment les 2 services sont importants. Pour le service client, tu as besoin d'un chat, tu as besoin d'un service téléphonique, oui. c'est pas l'un sans l'autre, il faut faire les 2, Bah, c'est quand ça? je dis téléphone, c'est aussi, des fois le formulaire de contact sur le site. Ouais. Mais c'est un peu pareil, on appelle ou on écrit un Mmh. mail sur la plateforme, mais oui, il y a les deux choses sont importantes, puis après c'est pareil, hein, comme pour les stats, c'est juste des moyennes, des grandes lignes, mais on a des gens, Bien sûr, qui ont 60 ans, qui sont hyper à l'aise avec les outils numériques, et puis, un homme ou une femme de 25 ans qui, panique parce qu'elle sait pas comment glisser son logo et qui nous appelle, bien sûr. pour, être rassurée, être guidée. Donc après faut pas non plus, on vieillit, donc faut pas commencer à critiquer les anciens parce qu'on fera bientôt partie de ceux qu'on critique sinon. Non, non, mais c'est sans les critiquer, hein, c'est plus une question effectivement de comprendre effectivement quels sont les services, clients, mais comment on les met en place, les différents services, chat, formulaire de contact, téléphone, face à une cible, qui a, des caractéristiques. On parle de persona souvent, mais bon, Mmh. il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais c'est intéressant que tu nous apportes, ces informations-là. J'ai une autre question. Est-ce que, les clients de Coquely,
aujourd'hui sont des clients fidèles. Oui, pour la plupart d'entre eux, tout du moins pour ceux qui ont eu besoin d'une deuxième commande. Qu'à maintenant, on a environ 60-65 de nos clients qui sont à leur deuxième ou plus, de commande. Alors juste Donc qui ont déjà recommandé sur la pour plateforme. rappeler, avec une plateforme qui a vraiment été lancée officiellement début 2022. Donc on parle effectivement, d'une année, pas tout à fait et demie, d'histoire. C'est ça, ouais, OK. ouais, ouais. Bah, dès les en fait, les premiers clients ont été les premiers clients fidèles, justement parce que les premiers étaient proactifs étant donné qu'on avait lancé un petit peu, sous les radars, la solution. Ceux qui l'ont trouvée au début, c'est qu'ils la cherchaient, Mmh. donc c'est qu'ils avaient vraiment un besoin, ou tout du moins ils avaient identifié qu'ils avaient le besoin et qu'on y répondait. Donc nos premiers clients sont les clients les plus fidèles, qu'on ait eu depuis le début. Et à savoir qu'en moyenne, ce qu'on a repéré, c'est que la typologie de clients Cochlear, c'est des gens qui font un réassort tous les 2 à 3 mois de quelques centaines de boîtes. Donc en fait, là, les clients qu'on a acquis sur ces 3 derniers mois n'ont pas encore eu l'occasion de passer leur 2e commande. Donc c'est toujours un petit peu en décalage qu'on a les stats, Ouais. mais on est assez sûr que ceux qui commandent, au moment où on est en train de parler là, dans 2-3 mois reviendront repasser commande s'ils ont été, satisfaits, s'ils ont eu des bons retours de la part de leurs propres clients, s'ils ont vu aussi, Ça me un petit bonus sur l'unboxing, la fidélisation de leurs propres clients, parce que c'est une chaîne, bien hein. sûr. S'ils arrivent à fidéliser leurs clients, nous, on aura plus facile à les fidéliser aussi parce qu'ils auront de plus en plus de clients et Et ça m'amène, une réflexion et une question. La réflexion, c'est effectivement quand tu dis: «Ils vont commander tous les tous les trimestres 100 ou 200 boîtes», donc il y a aussi un enjeu pour, le client de Cochlear, de pas se surstocker. Du coup, de mmh, pouvoir effectivement, approvisionner purement ce dont il a besoin, pour son trimestre, pas mettre beaucoup de trésorerie, sur le sujet du packaging, ce qui était un véritable enjeu pour les petites séries effectivement avant. Donc ça, c'est une mmh. réflexion et je trouve qu'effectivement c'est parfois, un des arguments clés de vente des sites, dits web to pack et la question après, c'est une question, un peu, bah, provoque ou en tout cas, segmentante et je pense que ta réponse sera vachement nuancée, mais tu préfères quoi? Un nouveau client ou un client qui recommande? Bah, un nouveau client qui recommande. Voilà, Ce sera il y a pas de nuance là, du coup, non, bah, après il y a toujours la satisfaction, d'attraper, pour, une métaphore, d'attraper un nouveau poisson. Donc ça, c'est sûr qu'il y a toujours la petit truc à se dire: «Cool, un client de plus». ouais, Mais honnêtement, je pense pas que la satisfaction soit supérieure, au fait de voir: «Ah super, le client là, il a repassé sa deuxième commande, ça veut dire qu'il était content et que ce qu'il nous a dit pendant l'enquête de satisfaction, après la réception de sa première commande, c'était pas du vent, quoi». ouais. Parce que ça fait clairement partie, c'est la dernière question, hein, de notre, questionnaire satisfaction, post-réception de commande. C'est, est-ce que vous seriez prêt à recommander, sur coquely.fr? Donc on sait en plus ceux qui nous ont menti. On vous voit, on vous surveille. Et vous avez vous avez un taux de réponse sur ces enquêtes de satisfaction, de quel ordre? Parce que, par exemple, je sais En pas que fait, nous on a, on bah, s'y était tentés et mmh, c'est pas si simple, hein, d'avoir des retours. c'est du test, permanent, à la ch à la vu la peu de durée, qu'a Coquely. Donc au début, on a essayé le téléphone. On s'était dit: «Bah, on va» parce que ça, c'est un tout petit aparté, mais pour nous, c'est hyper important d'ajouter énormément d'humains, malgré qu'on ait tout digitalisé. Pour nous, il faut quand même que l'humain prédomine et c'est quand même ça qui est intéressant dans nos boulots et c'est quand même les rencontres et les échanges avec, des vraies personnes et des vrais projets. Bon, parenthèse fermée. Donc on s'était dit: «On va tout faire par téléphone» et donc à chaque réception de commande, 2 jours après, on faisait une enquête téléphonique et là, bah, en fait, on s'aperçoit qu'il y avait assez peu, de réponses. «Ah bah, ah désolé, là, je suis pas du tout sur le dossier là, je suis sur autre chose, je suis en voiture, j'emmène ma fille à la crèche», Mmh. donc on avait assez peu de réponses. Quand on en avait, généralement, les gens, étaient assez positifs et donc là, on a basculé sur un autre essai, c'est tout mail et là, il y a plus de taux de réponse.
Je dirais qu'on est autour du 20-25 de réponses. Là où on a le plus de mal, c'est pour obtenir des avis sur, Google ou sur, d'autres plateformes, Mmh. Là, c'est quand même plus dur d'aller, demander, bah, c'est les paradoxes du web, c'est que les gens satisfaits voient pas l'intérêt d'aller mettre Un commentaire. un Ouais, avis ouais, ouais. et du coup, on n'a pas besoin d'aller demander à quelqu'un de non satisfait d'aller le mettre. Pour le moment, ça va, on est assez épargnés, on croise les doigts. Mais du coup, les gens satisfaits, ouais, voient pas trop l'intérêt ou alors c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la qualité de la relation humaine qui a été mise en place, entre Yanis et notre client, où ils font plus ça pour leur interlocuteur que pour Coquely. Ouais, En fait, c'est plus ils se disent: «Bon, bah, il m'a guidé, il est sympa, il m'a averti, qu'il y avait un jour de retard sur ma commande, en plus, ils ont vérifié mon fichier, ils ont vu que mon logo était pixelisé, ils m'ont pas livré, un produit non conforme», donc en fait, c'est plus toutes les petites attentions tout au long du parcours de commande qui fait que les gens, font l'effort d'aller, mettre un avis, répondre, aux demandes, si on était tout en automatisation, en digitalisation, parler avec un chat, robot ou tout ça, je pense pas qu'on arrive à ce niveau de réponse, en fait. je reviens sur, un point évoqué un peu plus tôt. Tu disais, Cochlear, c'est quelques produits. Alors, c'est 5 produits en sur-mesure proposés. C'est ça. On arrive à faire un business packaging avec si peu de modèles? Bah, on peut en démarrer, hein. En faire un sur la durée, je ne pense pas. Donc ça, c'est, très honnêtement, tu parlais de vitesse d'exécution tout à l'heure, justement, là, c'est typiquement un des exemples où on a été assez mauvais sur, justement, le développement de la gamme produit. Parce que, ben, on peut pas être sur tous les fronts, quand on n'est pas 25 personnes, il faut, hiérarchiser les priorités et donc là, du coup, du fait qu'on ait été assez mauvais jusqu'à maintenant là-dessus, c'est devenu une de nos, priorités, principales. D'accord. C'est d'étoffer notre gamme, donc que ce soit la gamme de produits qu'on va produire en interne, mais aussi, et ça, c'est pas un scoop, puisqu'il y a déjà, un journal local qui en a parlé, mais c'est un scoop pour un média national comme le tien, c'est qu'on va se diversifier en s'appuyant sur des fabricants déjà en place à l'échelle, nationale. C'est-à-dire que nous, on est spécialisé dans la micro-série en carton ondulé et en fait, l'idée, c'est d'aller ouvrir le spectre de ce qu'on peut offrir aux clients. C'est-à-dire, bah, déjà ouvrir le carton ondulé sur des moyennes et grandes séries avec des partenaires, industriels, bah, des cartonnages industriels, un milieu que tu connais bien, Oui. mais aussi sur d'autres produits, annexes de packaging, donc des produits, des emballages en papier, type, sacs et sachets, poches d'expédition et aussi sur des packaging, produits, donc cosmétiques, art de la table et tout ça, là, cette fois-ci en carton plat et pourquoi pas, mais là, c'est beaucoup plus compliqué parce que techniquement, ça implique, beaucoup de contraintes. C'est et pourquoi pas, trouver un partenaire sur de l'emballage alimentaire pour tout ce qui est vente à emporter, snacking et tout ça. Mais ça, c'est encore, c'est moins certain qu'on puisse le faire facilement. Tout du moins en gardant notre spécificité d'un minimum de commandes, très bas, d'une réactivité, Très élevé. Mmh. un peu meilleure que le reste de l'industrie. Donc c'est mais l'idée, c'est quand même, ouais, d'ouvrir et que ça revient un peu à la conversation de tout à l'heure du taux de rebond. Mmh mh. On a 50 des gens qui arrivent chez nous puisqu'ils cherchent emballage sur mesure, emballage personnalisé, emballage, imprimé avec logo et tout ça. Mais dans le lot, il y en a qui cherchent des sacs en plastique pour leur boutique physique, il y en a qui vendent des vêtements et qui ont pas besoin d'une boîte rigide, mais une poche d'expédition, leur conviendrait parfaitement. Il y en a d'autres qui font, de l'artisanat, des bougies artisanales ou tout ça et qui ont pas besoin d'un petit étui de présentation en carton ondulé, qui est beaucoup plus cher qu'un étui en carton plat. Donc en fait, on draine des gens sur la plateforme qu'on ne peut pas satisfaire et que si on change pas et qu'on n'évolue pas un peu de modèle, on n'arrivera jamais à satisfaire, en fait. Donc on se dit, il y a des industriels spécialistes de leur domaine. Nous, on a une plateforme qui commence à générer du trafic et à des demandes entrantes. Donc est-ce qu'on pourrait pas servir de lien en parallèle de notre spécialisation dans l'emballage en petite série en carton ondulé,
en parallèle, ouvrir d'autres marchés, et devenir une marketplace, de l'emballage sur mesure et personnalisé français. Très clair. Alors, le sujet de la concurrence, peut-être, effectivement, entre ta vision, ce que tu veux amener et le paysage concurrentiel qui, de notre analyse, hein, se densifie un petit peu, hein. Il y a déjà Mmh. des acteurs forts, depuis 2015, je crois, Packelp, bon, qui a fait, qui a des chiffres assez hors normes, qui a levé plus de 50 millions d'euros déjà dans son parcours, qui est basé donc en Pologne, mais qui sert des clients dans toute l'Europe, y compris en France, qui est un de leurs marchés principaux. Il y a des cartonnages qui se mettent en ligne, il y a des gros acteurs qui mettent des sites en ligne. Bon, il y a toujours la prédominance des acteurs qui vendent que du standard, mais qui peuvent faire évoluer aussi leur périmètre fonctionnel. En tout cas, il y a ce phénomène, ce moment du Web 2 Pack, dont Mmh. vous faites partie. Est-ce que pour toi, c'est une menace? C'est une confirmation de tendance? Tu le vois comment? Moi, la concurrence, je vis plutôt ça sainement, ouais, bien, parce que du coup, s'il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, c'est que on n'est pas totalement dans l'erreur. Mmh. C'est qu'il y a quand même quelque chose, de plus grand que Coquely ou Packelp, où il y a quand même un phénomène qui fait que si autant de gens s'y intéressent, c'est quand même qu'il y a quelque chose de concret derrière. Donc ça, c'est plutôt positif comme indicateur de marché. Et en fait, il suffit de regarder, c'est l'avantage de l'âge, aussi, de regarder 10-15 ans en arrière, ce qui s'est passé dans le web to print. Au début, il y avait, Vistaprint, Exaprint, pour les pros, et puis, voilà, ça et on a vu plein de petits acteurs, émerger un peu partout, des Easy Flyer, Rapid Flyer, ils avaient tous Print to Flyer, hein, dans le nom, hein, c'est un peu comme Packetbox, Oui. ça croule sous l'originalité. Et au final, bah, le meilleur des destins qu'on puisse espérer, c'est qu'à la fin, il se fasse racheter par Vistaprint, Simpress, hein, puisque c'est un peu ce qui s'est passé Mmh. dans le web to print. Il s'est passé le même phénomène dans la distribution d'emballages. Là, tu parlais des emballages standards et ceux qui étaient énormes. Bon, on peut pas éviter Raja, qui en 15 ans, pareil, est devenu un mastodonte européen, qui génère plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, en rachetant tous les petits acteurs. Donc, c'est la logique de tant que les autorités laissent se constituer une sorte de monopole, elles ne le cassent pas de façon légale. C'est un peu le phénomène qu'on observe dans toutes les industries depuis le début de l'ère industrielle. Donc, il risque de se passer la même chose, hein. Après, le vainqueur, ce sera peut-être Packel, ce sera peut-être Raja qui se dira, bah tiens, on va pas rester sur du standard, on va basculer, on va absorber et puis étendre aussi sur du... Ou pourquoi pas aussi Simpress qui se dit, bon, on a un angle mort sur le packaging, on fait tout en sous-traitance, du coup on a des tarifs assez élevés, parce qu'ils s'y attaquent un peu, hein, aussi, hein, Ouais. au packaging. Après, là, on est plus sur des questions tarifaires. Oui, on sent bien que c'est des... Là, sur la partie là, ils sont distributeurs. Et toi, tes références, soit par rapport à ce qui s'est passé dans le web to print ou par rapport à ce qui existe dans le web to pack voilà, en France, en Europe ou même aux États-Unis, c'est plutôt quoi tes références? Les sites ou les acteurs que tu estimes, hein, aller dans la bonne direction ou que tu aimerais, peut-être, en ayant votre particularité, tu aimerais quand même, aller dans cette voie-là? Puisque j'entends qu'il y a un modèle avec production intégrée et peut-être demain, une partie de la production en sous-traitance avec des partenaires sur des produits catalogues ou des quantités que vous couvrirez pas avec Cochlear. Du coup, c'est quoi plutôt tes références et la direction que tu donnes à Cochlear? Honnêtement, ça serait génial, hein, d'avoir une réponse comme ça de but en blanc. Mais moi, ma vision, c'est dans 3 mois, où est-ce qu'on en sera? Est-ce qu'on aura commencé à implanter et à amorcer le virage de la marketplace? Et derrière, pour le moment, le modèle hybride me semble ce qui est le plus favorable, là où on en est. Mmh. C'est-à-dire une partie de production interne et une partie où on s'appuie sur des spécialistes industriels sur d'autres produits que les nôtres. Donc ça me semble assez pertinent, tout du moins à l'heure où on parle. Mais demain, ça se trouve, on basculera sur full sous-traitance, ou alors on s'apercevra qu'on peut tirer notre épingle du jeu en investissant, en industrialisant sur tel type de vertical. Mmh.
d'emballage. Honnêtement, j'ai aucune, Parce qu'effectivement, pour ceux qui écoutent, hein, il y a des modèles aujourd'hui qui s'opposent. On a des gens comme Packelp, par exemple, qui est une plateforme, une mécanique d'acquisition et un pool de partenaires, fabricants, mais ils n'ont aucune capacité de fabrication en interne. On a des acteurs comme Pacli, qui est né en Italie, qui lui a vraiment un atelier de production assez important, assez puissant. Il va y avoir après des sites qui appartiennent aujourd'hui au groupe Simpress. Alors il va y avoir Pixar Printing, Exaprint en France, Vistaprint, qui peut avoir aussi des usines en Europe ou aux États-Unis qui vont avoir une production intégrée et potentiellement des partenaires. Donc là, on est sur des modes hybrides. Donc effectivement, il y a un peu différents modèles qui commencent à apparaître. Pour toi, aujourd'hui, en tout cas, tu le disais, tu rassures tes clients parce que tu produis, mais en même temps, les clients vous sont fidèles par le service, par l'expérience, par le branding. Donc ça peut être amené à évoluer en n'ayant effectivement pas toute la production et peut-être même que vous vous rendrez compte effectivement qu'il y a une dynamique sur laquelle vous pouvez étendre vos capacités de production, avoir plus d'investissement pour intégrer plus de valeur ajoutée. bah, c'est ça, puis c'est surtout s'appuyer sur des investissements et des compétences industrielles, existantes plutôt que de tout recréer, en partant de zéro. Puisque bon, après ça, c'est plus, les spécialistes qui comprendront, mais les métiers du carton plat ou du papier sont pas tout à fait les mêmes que ceux du carton ondulé. C'est quand même, des métiers d'extérieur très semblables, mais qui dans la pratique au quotidien, sont des technologies, des process, des habitudes industrielles, Une même, connaissance même de la très, matière, très différentes. carton Mmh. plat, carton dur. Et donc on peut pas être spécialiste de tous les domaines, à moins d'avoir des capacités, d'investissement, incroyables, incroyables, et qui semblent à l'heure actuelle, quand on voit le prix des machines numériques, la tournure que prend, l'industrie avec la robotisation, ça semble, totalement démesuré de se dire: «Allez, je vais devenir fabricant de 100 des typologies d'emballage qu'on pourrait, Mmh. proposer au marché, quoi». Heu, Le mode hybride me semble la moins mauvaise des solutions pour le moment. c'est clair. Alors, on va se donner encore 10-15 minutes peut-être dans ce podcast. J'aimerais revenir maintenant un peu sur toi et sur des choses que je disais en introduction. Je suis marqué par votre vitesse d'exécution. Le site, il a vécu 3 refontes, je crois que tu m'en parlais. Vous en Mmh. préparez une nouvelle. Vous avez créé un système de gestion from scratch, on en a parlé. Déjà, en es-tu satisfait? Et puis de 2, c'est quoi un peu les clés pour exécuter aussi vite, tester rapidement le marché, itérer, avoir voilà, ces itérations successives et pour autant garder le cap? C'est quoi la taille de l'équipe? Et c'est quoi les process ou comment tu abordes cela pour exécuter aussi rapidement? Bah, c'est ouais, c'est souvent un sujet qu'on nous propose, la vitesse d'exécution, mais c'est à mon avis, c'est, une distorsion de perception temporelle. Parce que nous, de notre côté de l'écran, on trouve que ça va pas assez vite, et honnêtement, on n'a pas de secret de sauce, on serait bien prêt à la partager parce que ça nous dérangerait pas que d'autres exécutent, aussi vite que nous, mais au final, on teste un truc, on en tire rapidement une solution, on revient en arrière si on s'est aperçu qu'on va dans la mauvaise direction, Mmh. ou on appuie sur l'accélérateur si on voit que ça va dans le bon sens. En fait, il y a pas de Peut-être c'est un peut-être mélange d'inconscience et d'instinct, quoi. Il y a pas de il y a aussi le fait que vous soyez pleinement concentré là-dessus. On parle de focus souvent, mais voilà, effectivement, vous avez une vision et un unique focus et donc effectivement, dans tout ce que tu dis, rappeler les clients, puis après leur envoyer des emails, mais en tout cas toujours essayer d'obtenir du feedback, des avis, la gamme produit, bien produire, bien servir, c'est, voilà, un cartonnage pour faire, un parallèle, qui veut aller en ligne, il a une activité existante, une équipe existante, des process existants, un commerce dit traditionnel à gérer. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une question de focus. Peut-être que c'est ça aussi la fait qu'on puisse garantir une vitesse, d'exécution? sûrement, puis c'est aussi peut-être le fait d'avoir aussi, mûri, ça pendant, plus de 10 ans, même si c'était pas, j'avoue, une obsession, quotidienne et totale. Mmh. Mais c'est aussi, avoir démarré avec beaucoup, beaucoup puis, bah, la période du Covid, hein, quasiment 1 an aussi à bûcher, de la théorie, à éliminer
les erreurs potentielles qu'on aurait pu faire si on avait eu le feu vert en mars 2022 en 2020. Il y a eu Mmh. le temps de se dire: «Bah non, là, honnêtement, si on attaque le marché comme ça, c'est un peu déconnant». Donc je sais pas, honnêtement, là, Et c'est un peu tout ça mélangé. est-ce qu'il Je y sais a pas, aussi, le fait que c'est pas ta première entreprise? Quand on a échangé en amont du podcast, bien mmh, évidemment, on se disait: «Tu es pas primo-entrepreneur, tu as eu une expérience entrepreneuriale, dans les années 2000, puis après tu as été freelance». Donc, mmh. quand on est free, effectivement, on fait de la prestation intellectuelle, j'imagine dans ton cas, ou parfois manufacturière, mais en tout cas, on est quand même son propre patron. Si on ne vend pas, sa prestation, on ne gagne pas d'argent. Donc peut-être aussi entre la première expérience entrepreneuriale et ces années de freelance, il y a peut-être, une expérience acquise pour lancer Cochlear, donc tu vas un peu plus droit au but. Ah oui, bah, il y a au début, c'était, quand j'ai quitté le groupe Smurfit Kappa, c'était pour essayer déjà d'utiliser, les outils numériques à disposition pour, travailler le carton. Donc à l'époque, techniquement, les machines n'étaient pas suffisamment, comment dire? Rapides, et les coûts de fonctionnement étaient très élevés, donc on pouvait pas faire du packaging. Donc je m'étais plus concentré sur de l'agencement événementiel, du mobilier événementiel, du matériel d'exposition, des choses à forte valeur ajoutée, mais qui pouvaient être déjà transformées sur des machines numériques. Donc ça, c'est un truc qui m'a toujours, titillé et attiré dès que j'ai intégré l'industrie, toutes les machines qui servaient à faire du prototypage et tout, je m'étais dit: «Mais un jour, c'est sûr, la production passera par là». Mmh. Donc ça, je sais pas si c'était, une obsession personnelle qui a fait que c'est devenu possible, ou si c'était une intuition, heureuse, mais en tout cas, on en est là aujourd'hui. Et après, à la suite de ça aussi, j'ai aussi à un moment pris la décision d'arrêter le freelancing pendant 4 ou 5 ans, où j'ai repris, du travail salarié. Mais là, mon objectif, en fait, c'était, de me former. Et donc là, j'ai travaillé dans des services de communication, de marketing. J'ai fait un peu de web marketing, j'ai fait en fait, tout ce qui me manquait. C'est de la réflexion, actuelle, qui m'a permis de me dire: «Mais tiens, au final, tu fait ça, hein, c'était pas du tout réfléchi comme ça, c'était plus des envies, des pulsions, des choses comme ça». Mais au final, je me suis aperçu que la partie carton, imprimerie et des transformations numériques, bah, je l'avais maîtrisée, et qu'après, en fait, j'étais allé me faire un peu les armes, dans la partie, marketing, communication, web, et ça a ajouté les cordes qui manquaient à mon arc pour m'attaquer, sans euphémisme, je pense, au projet de ma vie, Ouais. qui est Coqueluche, en fait. Mmh. C'est tout mon début de carrière professionnelle, c'était les camps d'entraînement, en fait. Là, on a attaqué le championnat. Bon, et tu disais, «Je me suis habillé, de des vêtements ou de l'habit du start-upper, pour démarrer l'aventure», et puis finalement, en fait, vous en avez complètement le mindset, vous apportez quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a peut-être des comparables, mais votre expérience est quand même, extrêmement, léchée. Puis vous avez levé des fonds l'année dernière ou en début d'année, 650 000 €, c'était dans la presse. Mmh. Donc effectivement, ça, c'est les marqueurs aussi de la start-up, avec, des itérations rapides, on teste un marché, on affine, on confirme des hypothèses, on peut pivoter ou ajuster un petit peu le modèle. On passe un palier, et pour passer ce palier, il faut des fonds, et puis peut-être ces fonds vont permettre de passer des nouvelles, ce qu'on appelle des métriques, hein, atteindre Mmh. certains chiffres clés pour, amener une 2e vague de fonds qui vont permettre d'aller encore plus loin, et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour Packelp, ils ont levé peut-être, 500 000, puis 1,5 million, puis 5, puis 40. Peut-être qu'il y avait 16 au milieu. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est une trajectoire que tu imagines pour Cochlear? Et ces 650 000 € que vous avez, récupérés par une levée de fonds auprès d'investisseurs, c'est quoi le projet? C'est quoi la vision? En tout cas, tu vas les consommer comment? Voilà, c'est quoi les enjeux? Bah, déjà, les consommer comment? Déjà, je pourrais dire rapidement, parce qu'il y a rien de plus volatile que l'argent quand on est dans un projet comme ça, à la fois, web, production, et commercial. Parce qu'au final, ça il y aurait peut-être de quoi occuper une équipe sur chacun des pôles, individuellement. Donc au final, bah, comme tu disais, c'était nécessaire qu'on aille chercher des fonds
pour passer une étape, un palier, pour, je pense, de toute manière, aller en rechercher, assez, rapidement. Après l'échelle de temps, je ne l'ai pas encore maintenant, parce que comme je te disais déjà, comme j'ai un horizon de visibilité à 3 mois, c'est qu'on est assez serein. Mmh. Donc et puis là, en plus, faut savoir que c'est quand même chronophage et ça nuit à la rapidité d'exécution, hein, d'un processus de levée de fonds, que ce soit psychologiquement ou même, temporellement, physiquement. Quand on est, en entretien, 2 fois par jour avec des fonds, qu'on nous demande, telle info, tel truc, tel rapport à faire, tel business plan à modifier, tel, Là, c'est un tour qu'on qualifie de pré-seed, ou business angel? C'est, où tu as des fonds c'est ça en fait, professionnels? pour être très transparent, en fait, il y a que 300 000 € de levée de fonds à proprement parler. Le reste, c'est des prêts, que ce soit des banques classiques ou la BPI, mais plus de la moitié, c'est de l'endettement. Mmh. Donc c'est pas non plus, de l'argent qui sort du chapeau. Mais les 300 000 € là, en fait, ouais, c'est ça, c'est un cercle de business angel, du Grand Est, plus des fonds de soutien à l'économie locale. Un mis en place par, la CCI des Vosges et un autre mis en place par la région de Nancy, qui eux, sont, des des sociétés d'économie hybride. Bon ça c'est honnêtement c'est des mais en gros c'est de l'argent public plus de l'argent privé qui sont mis dans un pot commun pour soutenir l'économie, locale D'accord. et le développement des emplois, localement. Donc et ça on l'avait débuté en le process a débuté en novembre, parce que les années défilent vite, en novembre 2021 pour un aboutissement de tout le processus, fin septembre 2022. Ouais. Donc quasiment un an D'échanges, de de discussions. processus, Mmh. d'échange, d'aller-retour. On on a été aussi, discuter avec des fonds, nationaux et tout ça, où là, on a compris que c'était pas le bon timing et puis que les fonds qui étaient intéressés par des projets tels que les nôtres, en fait, on était encore beaucoup trop embryonnaires pour qu'eux, aient les montants qu'ils ont l'habitude d'investir dans des projets, puissent, intervenir au moment-là. Donc Mmh. c'est très enrichissant, mais très, très épuisant en énergie, Pour le autant processus de levée de fonds, pour autant, tu risques mais de t'y nécessaire. reconfronter, dans quelques, mois, années, selon votre vitesse d'accélération, Mmh. pour passer encore une étape? Ah bah, de toute manière, ce sera à moins que par, miracle, on en s'adossant sur les partenaires industriels dont je parlais tout à l'heure, le chiffre d'affaires explose et les demandes viennent de partout, mais bon, vaut mieux miser sur, le concret et la réalité que les miracles quand on entreprend. Donc ouais, je pense qu'il faudra qu'on y retourne, et puis, bah, quand ce sera le cas, on en parlera sûrement dans la presse parce que quand on est déguisé en start-upper, faut quand même y aller jusqu'au bout, quoi. Exactement. On peut pas rester, à mi-chemin, il faut endosser le costume, jusqu'au moindre détail. Bon, en tout cas, Mmh. c'était un très bon moment, très enrichissant. Merci d'avoir partagé, toutes ces informations, avec moi et avec les auditeurs. J'espère qu'ils seront nombreux et ravis, autant ravis que moi, de t'entendre. Un petit mot de la fin peut-être, Julien? Ah bah, je te remercie d'avoir pensé à Coquely pour être mis en avant, aussitôt dans ton podcast. Et puis je sais, bah, déjà, la dernière invitée, c'est une entreprise qui existe depuis, plusieurs générations. La suivante, si je me trompe pas, aussi, est solide et est là depuis longtemps. Donc j'espère qu'avec, 2 parrains comme ça, qui encadreront l'épisode, Coquely durera, quelques décennies, comme tes autres C'est invités. C'est C'est tout ce qu'on peut ce que souhaiter, j'espère. voilà, avec, atteindre, ces objectifs que tu te fixes pas à pas et puis, construire, ce marché, avec, une plateforme, une marque, un service toujours aussi efficace et de plus en plus. Merci Julien pour cette heure passée ensemble. Je te dis à bientôt, peut-être dans quelques mois ou quelques années pour faire le point sur l'évolution de Cochlear et puis, merci aux auditeurs, de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour, le 3e épisode des Packy Talks. Salut Julien. À bientôt Thomas, à bientôt tout le Salut. monde. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Packy Talks. S'il vous a plu,
N'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur Paquitou? Connectez-vous sur notre site internet paquitou.com ou contactez-nous sur LinkedIn. À bientôt!